France Inter. It's morning edition from NPR News. France Inter. Le 18-20. Fabienne Synthèse. Un jour dans le monde, c'est un jour en Tunisie aujourd'hui. Celui qu'on entend, c'est Kais Saied. Une brève apparition auprès de ses partisans, c'était dimanche soir, au moment de l'attente des résultats. Et ce qu'il dit nous intéresse beaucoup. Il dit « Ce qui s'est passé aujourd'hui est l'achèvement de la révolution. Nous allons débarrasser le pays des personnes corrompues, des sceptiques et des complots. » Bonsoir Sophie Bessis. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes historienne et journaliste. Vous êtes spécialiste de Tunisie, notamment avec vous, et qui nous fera partager ce qu'elle ramène. Il y a Isabelle Labéry. Bonsoir Isabelle. Bonsoir. De la rédaction internationale de Radio France, de retour de Tunisie. Les mots ont un sens, Sophie Bessis. Ce qui s'est passé ici, c'est l'achèvement de la révolution, dit Kais Saied. Achever, c'est finir ou c'est donner le coup de grâce? Qu'est-ce qu'on choisit? Non, ce n'est pas le coup de grâce dans son esprit, je ne le pense pas. Mais c'est finir, effectivement. Pour lui, disons, sa rhétorique est la suivante, si l'on prend le mot de révolution. C'est que de 2011, du 14 janvier 2011 à son élection, la Tunisie a vécu une contre-révolution constante, puisqu'il appelle cela les années noires de la Tunisie. C'est-à-dire le seul moment où la Tunisie a connu, qu'elle soit chaotique, qu'elle soit, peu importe, mais a connu un début d'expérience démocratique, pour lui, ce sont des années noires. Et ce que l'on peut appeler sa campagne électorale, car ça n'en a pas été une, c'était... je mène une lutte de libération nationale. C'était vraiment sa rhétorique. Donc effectivement, une lutte révolutionnaire, bien entendu, de libération nationale. Donc pour lui, sa réélection, laquelle ne faisait aucun doute, évidemment, eh bien, c'est l'achèvement dans le sens où vous avez élu quelqu'un qui achève une révolution et qui met en place une Tunisie nouvelle. Ça veut dire le peuple. Est-ce que ça veut dire le peuple est avec moi de toute façon? Enfin, je n'ai pas besoin de l'entendre. Je sais qu'il est avec moi. De toute façon, le peuple est avec lui. Les résultats, parce que pour ma part, ce qui me paraît le plus important dans les résultats de l'élection, c'est évidemment le taux de participation, 28%. lequel est maintenant établi officiellement à un peu plus de 28% du corps électoral. C'est-à-dire que le corps électoral, c'est à peu près 9 700 000 habitants en Tunisie, 700 000 personnes, et il y a à peu près un peu moins de 3 millions de personnes qui sont allées voter. Mais c'est pas ça le chiffre le plus important par rapport à ce que vous disiez du peuple. C'est que les moins de 35 ans sont allés voter à 6%. C'est-à-dire qu'en fait, la jeunesse tunisienne, dans son écrasante majorité, ne croit plus au processus démocratique. Elle n'y croit plus, sa désillusion est majeure, et donc, elle ne va plus voter. Elle ne s'intéresse plus à la politique. Est-ce que ça veut dire aussi, on s'en fiche parce qu'on ne va pas rester aussi? Est-ce que ça dit ça également dans la tête des jeunes Tunisiens? Oui, aussi bien sûr. C'est-à-dire que aujourd'hui, ce qui est très préoccupant, disons, pour analyser l'habitus intellectuel et culturel dans lequel vit la jeunesse tunisienne, c'est que 2 jeunes Tunisiens sur 3, Tunisiens et Tunisiennes d'ailleurs, ce ne sont pas que les jeunes garçons, veulent quitter le pays. C'est-à-dire que Kais Saied, qui depuis 5 ans, depuis son élection, pense incarner le peuple, pense parler au nom du peuple, eh bien, n'a aucune résonance dans la jeunesse tunisienne, en réalité. Rigoureusement aucune. Et c'est ça qui est très important. Est-ce qu'il a fait aussi... est-ce que c'est aussi celui du retour de la peur? Parce qu'on va entendre Isabelle dans un instant parler notamment de ce qui se passe dans les médias, de qui est emprisonné, de qui a le droit de parler, de qui n'ose pas parler. Est-ce que vous diriez que c'est aussi le retour de la peur, là, en ce moment, 2024, en Tunisie? Non, bien entendu, les gens ont peur dans la mesure où il y a des arrestations arbitraires, où il y a eu effectivement où des radios extrêmement populaires ont été incitées très fortement à annuler ou à reformater leurs émissions les plus populaires, où la télévision nationale, la télévision Al-Watani, la télévision nationale, est redevenue la voix du régime alors qu'elle avait opéré après 2011 une mue extrêmement intéressante où elle était la voix de la pluralité tunisienne. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Donc effectivement, bien beaucoup de monde a peur de parler. Il est aujourd'hui, il est vrai qu'il est dangereux
de parler en Tunisie. Alors c'est précisément ce que vous avez pu constater, Isabelle Labeyrie, notamment auprès des journalistes. Les médias s'inquiétaient aussi évidemment de ce tour de vis supplémentaire. 5 journalistes à l'heure actuelle, dites-vous, sont en prison pour avoir critiqué le régime. Une situation inédite depuis les années 50, ce qui est quand même quelque chose. Ça n'était même pas arrivé sous Ben Ali. On y reviendra. Une quarantaine de ces journalistes font l'objet de poursuites judiciaires quand même, Isabelle. Oui, et alors ceux qui sont particulièrement dans le viseur des autorités, ce sont les chroniqueurs politiques des radios privées, ceux qui débattent sans filtre avec les auditeurs dans des émissions souvent très populaires comme celle-ci. IFM, émission impossible. Bourhain Bsaïs. Et ça, c'était le rendez-vous phare de la radio IFM qui était très écoutée par les jeunes. En mai dernier, Émission Impossible disparaît brutalement de l'antenne après l'arrestation de son animateur que vous venez d'entendre et de 3 de ses chroniqueurs. À l'heure où l'on se parle, ils ne sont toujours pas sortis de prison. L'un d'entre eux a été condamné à 1 an pour diffusion de fausses informations, comme nous l'explique Tamer Mekki, journaliste indépendant. Condamné avec un dossier qui comporte un ramassis de documents, donc des screenshots des imprimés écrans de ses posts sur Facebook. Ses avocats ont demandé à la Cour à plusieurs reprises de leur révéler quel est l'intox exact. La Cour ne leur a jamais indiqué exactement l'intox pour laquelle leurs clients se faisaient condamner. Et c'est le fameux décret 54 adopté il y a 2 ans par le gouvernement qui punit de 5 ans d'emprisonnement toute diffusion de fausses nouvelles qui est l'arme du régime pour faire taire les médias. Sauf que ce décret ne dit pas ce qu'est une fausse nouvelle, il laisse en gros une latitude d'interprétation absolue. N'importe quelle information, elle peut être traitée ou considérée par les autorités judiciaires, par l'État, par les ministres, par le président comme des fake news. Et ça, c'est Amira Mohamed qui est membre du syndicat des journalistes tunisiens et chroniqueuse aussi sur Mosaïque FM, dont le directeur général est resté 3 mois en détention. Il n'a pu sortir qu'en payant une caution de 300 000 €. Il reste poursuivi pour blanchiment d'argent et complot contre la sûreté de l'État. Face au risque, la peur dans les rédactions prend parfois le dessus. La situation est très délicate. On essaie de ne pas perdre l'éthique, de ne pas perdre notre liberté, mais on trouve des journalistes qui travaillent dans les limites, qui disent qu'il ne faut pas parler de ce sujet, tout ça. Malheureusement, ces limites n'ont aucun rapport avec la liberté de la presse. Il y a malheureusement cette autocensure. Et vous pensez que les choses peuvent changer ou que ça va s'aggraver ? En fait, si la situation se continue comme maintenant, je crois que la situation, elle va s'aggraver. Selon le syndicat, depuis l'adoption du décret 54, 200 journalistes ont été physiquement pris pour cible. L'agression fait partie des techniques d'intimidation. C'est aussi une stratégie de Kais Saied de gouverner par la théorie du complot et de désigner des boucs émissaires. Et rapidement, Isabelle, la même pression s'exerce sur les membres de la société civile. Effectivement, je vous donne l'exemple de Souaib Ferchichi, 30 ans, qui travaille pour iWatch, une ONG qui passe au crible les promesses des dirigeants politiques. Cette ONG n'a pas eu le droit d'observer le scrutin de dimanche. Avant, je me demandais comment Ben Ali a fait pour atteindre le pouvoir et tout aussi facilement et pourquoi il n'y avait pas de résistance. C'était en 1987. Là, en 2024, je vis la même chose. Et là, je comprends que même s'il y a des gens qui luttent et qui essayent de résister, on reste toujours une minorité. Mon entourage, ma famille et tout, ils essayent tous de me dépersuader. Le genre, c'est inutile, c'est déjà perdu, vous prenez des risques pour rien et tout. Moi, j'existe et je fais partie de la société civile tunisienne grâce à la révolution. Et nous continuerons à lutter pour cette liberté. Et le gouvernement de Kais Saied a aussi trouvé un autre levier pour faire taire médias et ONG, c'est les accuser de recevoir des fonds d'Israël. C'est interdit. L'État hébreu est l'un des rares pays avec lesquels Tunis n'a pas de relations diplomatiques. Merci beaucoup Isabelle Labeyrie. C'est tout à fait normal. Sophie Bessis, tout à fait normal, dit Sophie Bessis. On se souvient comment il a été élu Saied, on se souvient que qu'il est issu de la démocratie. On est en 2019, on se souvient aussi du virage en 2021, mais d'une musique qui disait aussi, après tout, il va faire le ménage, il faut lui laisser les mains libres. Est-ce qu'il y a vraiment eu ça en Tunisie et est-ce que cette forme d'adhésion passive existe encore ou pas ?
il y a eu d'abord une forme d'adhésion active. En 2019, et à pas son élection. seulement passive. Et ça, je crois que c'est très important. Moi, je me souviens, même après le 25 juillet 2021, date du coup de force du président Kais Saied qui s'était Arroger les attribué tous les pouvoirs, eh bien, il y avait un véritable enthousiasme en disant il va faire le ménage. Et comme tout ses argumentaires étaient je vais faire le ménage, il était effectivement très populaire. Sa popularité s'est érodée, incontestablement. Le taux d'abstention des jeunes le montre également. Et puis, il y a eu des manifestations qui, certes, n'ont pas mobilisé énormément de monde dans les rues de Tunis, mais tout de même, il y avait quelques milliers de personnes, 2 à 3 000 personnes, ces dernières semaines dans les rues de Tunis. Donc, sa popularité s'est incontestablement érodée, et peut-être, c'est par cette érosion de sa popularité qu'il convient d'évaluer le fait qu'il n'y a pas eu, en réalité, d'élections pluralistes, et qu'il fallait que le chef de l'État soit élu à l'issue du premier tour, qu'un second tour était absolument inenvisageable. Et ce qui est très important également, c'est que en 2019, il a été élu tout à fait démocratiquement, avec un peu plus de 72% des voix, et qu'il fallait que dans cette logique actuelle qui gouverne la Tunisie, il fallait qu'il ait davantage de voix qu'en 2019. Il n'était pas possible qu'il ait moins de voix. Et que donc, là, on a atteint un score soviétique de 90%. Et en même temps, un déficit abyssal, évidemment, 16% de chômage, vous parliez des jeunes tout à l'heure, une inflation qui est grimpante, elle aussi. Ce qu'on se dit et ce qu'on entend beaucoup, dans ce que j'ai lu moi en tout cas, c'est que le ménage, c'est une chose, le ménage sur la corruption, mais au fond, on n'a pas vu beaucoup de choses quand même, et surtout, la question économique et sociale, elle n'a pas été réglée. Or, la révolution en 2011, c'est par là que ça commence quand même. Mais personne ne s'en est occupé. Les 10 ans d'apprentissage démocratique non plus ne se sont pas beaucoup occupés de la question sociale. C'est bien une des raisons essentielles pour lesquelles un leader populiste a été élu en 2019. Parce que de ce côté-là, la classe politique avait failli de 2011 à 2019. Donc, de ce côté-là, les responsabilités sont partagées. Ce que l'on peut dire pour aujourd'hui, c'est que, au fond, Kais Saied gouverne par un magistère de la parole. C'est-à-dire, il parle. Mais au niveau des législations, au niveau des mesures prises pour éliminer la corruption, pour remettre de l'ordre dans les finances de l'État, non. Par exemple, la Tunisie a besoin d'une grande réforme fiscale. En 5 ans, il avait parfaitement le temps de faire cette réforme. Et donc, c'est la seule chose qu'il a tenté de faire, c'est ce qu'on appelle la réconciliation nationale. C'est-à-dire, en fait, de demander, ou plutôt d'exiger des grands industriels, des grands hommes d'affaires, qu'ils donnent de l'argent pour ne pas être inculpés de corruption, etc. Il pensait que cela rapporterait des milliards, cela a rapporté quelques millions, donc c'est un échec patent. On retient en tout cas, Sophie Bessis, merci beaucoup, ce chiffre de 6% seulement des jeunes gens de moins de 35 ans qui ont été aux urnes. Et ça, c'est un chiffre qui dit tellement de choses de ce pays. Merci beaucoup. Merci vraiment, merci à vous aussi. Isabelle Labeyrie, la suite ce soir, c'est le reportage d'un jour dans le monde avec l'un des peuples les plus isolés du monde. Et pour aller jusqu'à 19h, il y a sous les radars Christelle Robière. Quand des économies budgétaires mettent des retraités dans la rue, ça se passe, non pas ici, mais en Angleterre. Le monde à 18h50, c'est vous ce soir, Louise Baudet. Bonsoir Louise. Bonsoir, les vrais amis et les faux ennemis du Hongrois Viktor Orban dans l'abrasif dossier migratoire. Et Hélène au pays des 50 États, comme tous les mardis. Salut Hélène. Bonsoir Fabienne. Cette semaine, on pourrait presque renommer la chronique Andy, un Trumpiste au pays des démocrates. Allez, à tout de suite tout le monde. Le tour de la planète continue. Il reste aux États-Unis, tiens, mais un petit peu par Liverpool aussi passe-t-il, puisque voici l'album du duo King et Anna. Ils racontent leur road trip aux États-Unis. Ça s'appelle New York, Let's Do Nothing. C'est dans la playlist de France Inter. A sit-down interview. I remember telling Phipps about what I knew. He said, so tell me something about you. I said, well, I'm a singer, musician too. He said, oh no, not another one. Rolled his eyes and moved on. He fired me 5 years later. Said to Craig and I we two all together. 'Cause I feel good when I am in New York. 'Cause I feel good
Le reportage d'Un jour dans le monde est en Amazonie ce soir avec d'abord cette image qui a fait le tour du monde à la mi-juillet. Vous l'avez probablement en tête. Une cinquantaine de personnes d'un peuple les plus isolés du monde qui apparaissent sur les rives du fleuve La Piedras en Amazonie péruvienne. On les voit avancer dans le fleuve, vêtus d'un simple pagne ou parfois nus. Ils réclament des bananes que les habitants du village voisin leur envoient sur un bateau. Des peuples isolés de ce type, il en reste une cinquantaine, pas plus, entre le Pérou et le Brésil. Cette sortie-là, à laquelle on a assisté, c'est pas la première. Ce peuple-là, c'est le plus important de ces groupes isolés. Ils sont environ 750. Ils sortent, ils s'exposent de plus en plus souvent et il faut les protéger. Le reste, c'est Juliette Chénion qui raconte. Après une heure de bateau, dans une chaleur étouffante, 2 grandes cabanes en bois se détachent du vert de la végétation sur les hauteurs de la rive du fleuve Madre de Dios. Nous voici au poste de contrôle de Nomolé. Nomolé, cela veut dire frère en langue locale. À la tête du poste, Waldo Maldonado, anthropologue du ministère de la Culture, habillé tout en beige, 30 ans d'Amazonie au compteur. Ici, nous exerçons la tâche de surveiller et protéger les peuples isolés. Ce sont des groupes autochtones qui n'ont pas de contact avec le reste de la société. Un groupe de Mashco-Piro a commencé à sortir en 2010 sur la rive d'en face. Malgré l'interdiction de le faire, des touristes, des missionnaires et des habitants s'en approchent. Ils leur donnaient du Coca-Cola, de la bière, des vêtements. L'idée du poste ici, c'est de contrôler tout ça, éviter ces contacts non autorisés. À l'époque, ces Mashco-Piro récupèrent des casseroles, des machettes, une raison peut-être de multiplier les sorties, mais un risque pour leur santé et les habitants. Le Mashco n'est pas une personne violente, mais il sait se défendre à coups de flèche. Autour de Nomolé, 3 villageois ont été tués avant 2018. Des tensions qui ont poussé le ministère de la Culture il y a 9 ans à sortir, ici uniquement, de sa politique de non-contact avec les peuples isolés. Seuls les agents du poste, comme Antonio, un villageois de 64 ans, peuvent aujourd'hui s'approcher des Mashco-Piro. Vous voyez le petit piquet là-bas? C'est là qu'ils sortent se reposer, puis ils commencent à crier. Et ils ne repartent pas tant qu'on ne leur a rien donné. Pour se comprendre, entre 2 mondes si éloignés, Antonio et les Mashco-Piro partagent au moins une langue, le yiné. Ils utilisent des mots anciens. À force de travailler avec eux, je dirais que je comprends 80%. Quand ils demandent du manioc, par exemple, nous on dit chimeka, mais eux ils disent fimé. Les agents patrouilles distribuent des bananes, du manioc, des cannes à sucre environ une fois par semaine à 5 familles Mashco-Piro. Oui, je les reconnais tous maintenant. Antonio les décrit vifs d'esprit, blagueurs, difficile d'en savoir plus sur ces chasseurs-cueilleurs. Il refuse souvent de répondre aux questions, dit Tania, agent elle aussi. Ce sont des gens comme nous, ils ont leurs idées, leurs sentiments. Une vision loin d'être partagée par tout le monde dans le village voisin de Diamante. On nous dit, pourquoi vous ne les sortez pas de là? Ah, ces pauvres cul-nus, dans quelles conditions ils vivent? Mais s'ils voulaient vraiment sortir, ils viendraient avec toutes leurs affaires et nous le demanderaient. Mais ils ne le veulent pas. Maoru Metaki, en visite au poste, confirme ces peuples doivent rester isolés. Maoru représente la FENAMA, d'une fédération autochtone de la région. Ce que l'État doit faire, c'est sécuriser leur territoire. Qu'il n'y ait pas de concession de bois ou minières là où vivent nos frères. Depuis 1990, 8 réserves ont été créées au Pérou pour les peuples en isolement ou en contact initial, dit Piassi, des frontières fragiles sans un contrôle suffisant de l'État. Plusieurs fédérations autochtones reprochent au gouvernement de privilégier dans les faits l'exploitation du bois, de l'or et des hydrocarbures près ou dans les réserves. Les hommes politiques ne nous écoutent pas. Ils ne voient que leurs propres intérêts économiques et politiques. D'après le média local Convoca, le ministère de la Culture s'est vu refuser l'an dernier une rallonge de 3 millions d'euros pour mieux protéger les peuples isolés, des populations vulnérables qui ignorent leurs droits et que certains au Pérou appellent régulièrement à civiliser, voire exterminer. Juliette Chénion pour le reportage, merci beaucoup. L'actualité internationale passe parfois sous les radars. Elle est rattrapée au vol par Christelle Rebière ce soir.
Et l'avortement, de nouveau interdit dans l'État de Géorgie. Faire et défaire. La Cour suprême de cet État très conservateur a rétabli une loi interdisant l'IVG au-delà de 6 semaines de grossesse. La querelle juridique dure depuis juillet 2022. Le gouverneur républicain Brian Kemp avait profité de son droit à changer les règles pour faire entrer en vigueur les dispositions inapplicables d'une loi de 2019, interdisant donc l'avortement au-delà de la période à laquelle peut être détectée une première activité cardiaque du fœtus. Le 30 septembre dernier, un juge avait retoqué cette loi, faisant valoir que la Constitution de la Géorgie garantit le pouvoir des femmes de contrôler leur propre corps. Mais les autorités de l'État ont fait appel et la Cour suprême locale leur a donné raison. En pleine campagne électorale et alors que ce sujet est au cœur de la campagne de Kamala Harris, la Maison-Blanche a dénoncé hier soir, je cite, « un chaos et une confusion pour les médecins ». 13 États interdisent actuellement l'avortement. Les retraités anglais ont peur d'avoir froid cet hiver. Ils ont manifesté hier de nouveau contre l'arrêt de l'allocation chauffage. Ce coup de pouce qui va jusqu'à 300 livres, soit environ 355 € par an, ne sera plus versé automatiquement aux retraités, mais seulement à ceux qui bénéficient déjà des minima sociaux. Ça représente 10 millions de bénéficiaires en moins. Les associations estiment que la fin de cette aide pourrait mettre en difficulté jusqu'à 2 millions de personnes. Et ça tombe d'autant plus mal que les prix de l'énergie ont fortement augmenté au Royaume-Uni. Un foyer moyen paiera plus de 4 000 € par an pour se chauffer, une hausse de 80% par rapport à la dernière révision du plafond en avril. Une campagne baptisée Don't Pay avait même été lancée cet été par des consommateurs mécontents. Et il y aura sans doute d'autres sacrifices à suivre. Le Premier ministre travailliste Keir Starmer a déjà prévenu. Il y a un trou noir de 22 milliards de livres dans le budget que lui ont laissé ses prédécesseurs. Ça ne vous rappelle rien ? Rien du tout. Non. Il présentera son budget le 30 octobre. Voilà. Ah oui, c'est donc un chien. Et oui. Donc quand une vie de chien devient un rêve, pas celui-là. Eh ben, nous partons au Brésil, un pays qui compte 4 fois plus d'animaux de compagnie que d'enfants, et ils ont un traitement royal. Royal canin 100 ans. Votre chien a l'air un peu déprimé, un bon spa et ça repart. À Brasilia, par exemple, un centre de bien-être propose à votre animal préféré une chromothérapie. Alors c'est un traitement à base de faisceaux lumineux ou encore un soin complet, non pas du visage mais du pelage, hydraté et shampooiné avec des produits spéciaux détox. Il y a même un espace low stress spécialement aménagé pour eux. On pourrait aussi parler du yoga, des bains d'ozone, de l'acupuncture. En fait, le Brésil a vu sa natalité fortement baisser ces dernières années et les animaux de compagnie sont devenus des membres de la famille à part entière. Alors, on dépense pour eux sans compter. Ce marché a dégagé 11 milliards d'euros l'an dernier en augmentation de 14%. Est-ce que vous connaissez les séances de Reiki, Fabienne ? Absolument, je sais exactement ce que c'est, oui. Alors, donc, vous nous expliquez. Beaucoup d'énergie. Voilà, on pose sa main sur on ne la pose pas même. À peine. À peine. On effleure avec sa main le corps de l'animal pour lui transmettre de l'énergie vitale et soulager son stress. On pourrait peut-être commencer par nous deux. Non ? Alors on peut ramasser de l'énergie par terre, Christelle, ou prendre un chien. C'est peut-être ça la solution. Allez, Christelle, vous partez avec Rhythm del Mundo, I Heard It Through the Grapevine. Une reprise évidemment du titre de Marvin Gaye qui date de 68. Your plans to make me blue with some other guy you knew before. Between the two of us, guys, you know I love you more. It took me by surprise, I must say, when I found out yesterday. Oh, I heard through the grapevine, not much longer would you be mine. Oh, I heard through the grapevine. That you love
Rhythm del Mundo, I Heard It Through the Grapevine sur France Inter et dans Un jour dans le monde. C'est Le Monde à 18h49 et Louise Baudet. How dare you? Fabienne Synthèse. Le 18-20. Louise, une conférence de presse cet après-midi, un grand oral demain. Viktor Orban fait son show ces jours-ci à Strasbourg. Et vous nous expliquez pourquoi le Premier ministre hongrois a beaucoup plus d'amis qu'on ne le dit. Alors il y a d'abord ses vrais amis, ceux qu'il a retrouvés le week-end dernier sur le podium de Pondida en Italie. Grande fête annuelle des droites radicales organisée par Matteo Salvini. Ces extrêmes droites européennes, elles ont le vent en poupe, au pouvoir ou à ses portes, en Italie, aux Pays-Bas, en République tchèque, en Autriche et peut-être dans un avenir proche en France. Viktor Orban est un peu leur parrain, lui qui règne en maître à Budapest depuis plus de 14 ans et qui a porté sur les fonds baptismaux le nouveau groupe des Patriotes pour l'Europe, 3e en nombre de députés au Parlement de Strasbourg. Le ciment de cette grande famille des patriotes, c'est l'immigration. Oui, l'invasion des migrants, l'extrémisme islamiste, le grand remplacement qui guetterait l'Europe, carburant électoral commun dans une galaxie politique en pleine dynamique. Lors de sa conférence de presse fleuve tout à l'heure à Strasbourg, Viktor Orban a décliné son programme pour protéger l'Europe chrétienne, contrôle des migrants hors des frontières européennes et sortie des règles de l'UE sur l'asile. La Hongrie en a fait la demande officielle hier, emboîtant le pas des Pays-Bas. Et vous voulez dire donc que Viktor Orban n'est plus le troublion de l'Europe, le briseur de consensus, celui qui seul contre tous fait dérailler la machine européenne. Oui, cette image qu'il a lui-même contribué à forger n'est plus tout à fait d'actualité. Le Premier ministre hongrois reste évidemment l'épouvantail illibéral honni à Bruxelles et dans nombre de capitales européennes. Il va subir demain le tir croisé de la plupart des groupes d'eurodéputés, son refus d'accueillir le moindre migrant, sa menace réitérée tout à l'heure de les envoyer en bus jusqu'à Bruxelles, son amitié aussi avec Trump. Il sabrera le champagne, dit-il, si celui-ci revient au pouvoir aux États-Unis, mais aussi sa proximité avec Vladimir Poutine, sa diplomatie parallèle alors qu'il occupe la présidence tournante de l'UE, sans oublier ses atteintes à l'état de droit en Hongrie qui lui valent d'être poursuivi devant la justice européenne. Tout cela fait qu'il reste infréquentable, au rebours d'une Giorgia Meloni par exemple, mais comme la dirigeante italienne, sur le dossier migratoire, Viktor Orban a de vrais amis et de faux ennemis. En matière d'immigration, Louise, la Hongrie n'est plus une exception. Et non, pour contrer la menace politique de l'extrême droite, un nombre croissant de pays européens multiplient les mesures pour freiner l'immigration, restreindre le droit d'asile et accélérer les expulsions des déboutés. Ils le font en ordre dispersé, comme l'Allemagne qui a rétabli les contrôles à ses frontières mi-septembre, mais ils s'organisent également pour faciliter les expulsions des déboutés du droit d'asile. 17 pays européens menés par l'Autriche et les Pays-Bas appellent à un changement de paradigme. La France en fait partie. Ces pays représentent toutes les régions d'Europe et leurs gouvernements vont de la droite dure au centre-gauche. Autre élément de la réflexion, l'externalisation du dossier migratoire via des accords avec des pays tiers. On leur donne de l'argent, ils gèrent les migrants, ce que fait l'Italie par exemple, est en passe de devenir un standard européen. Et ce dossier de la migration sera en haut de la pile sur la table des 27, réunis la semaine prochaine en Conseil européen à Bruxelles. Merci beaucoup, Louise Baudet. Le mardi, on regarde avancer l'élection américaine à travers les portraits d'Hélène Chevalier. C'est Hélène au pays des 50 États. France Inter. We are Americans. Et cette semaine, Hélène, vous avez rencontré Andy, c'est l'un des rares Trumpistes de Washington DC, un chiffre quand même. Ils étaient 5% à Washington DC à voter Trump en 2020. C'est dire jusqu'à quel point Andy est une sorte de cas à part, un père conservateur, une mère qui a longtemps voté démocrate. Tout le monde a un peu une image stéréotypée des électeurs Trumpistes. Eh bien, en voici un et il s'appelle Andy. Oh, nice shot, right? Et le rendez-vous était à 8h un samedi matin. J'avoue que ça pique un peu les yeux. Autour du terrain, les parents, mugs de café à la main, encouragent leur progéniture. Andy, lui, est frais comme un gardon. Super tir, George. Il encadre avec bienveillance l'équipe de son fils. Tu l'as bien bloqué. Bien joué, Paul. Et le match est terminé. Une maman arrive avec une vingtaine de burgers au poulet pané. Andy m'en propose un.
Vous avez déjà goûté? Bien sûr que je connais Chick-fil-A. C'est très bon, mais pas à 9h du matin. Il y a certaines coutumes locales auxquelles je ne m'habitue toujours pas. Aux États-Unis, le soccer, c'est plutôt un sport pour les enfants, les filles ou les élites. Andy a appris à y jouer à Princeton, la prestigieuse université du New Jersey. On parle handball, basket, tennis, mais pas de politique. Andy préfère être discret sur ce sujet. Il me propose de le retrouver chez lui quelques jours plus tard. Ce consultant dans l'industrie habite une très jolie maison en briques blanches dans un quartier cossu de Washington. Il y a pas mal de pancartes pour Kamala Harris chez ses voisins, mais pas de panneau Trump sur la pelouse parfaitement tondue d'Andy. Non, je ne ferai jamais ça. Je voterai pour qui j'ai envie, mais je ne l'afficherai pas devant ma porte d'entrée. Certaines personnes sont tellement remontées par la politique. Je voyage pour le travail. Si je mettais un panneau Trump devant ma maison et que quelqu'un s'en prenait à ma famille pendant mon absence, je ne me le pardonnerai jamais. Andy cache donc son vote à ses voisins, son travail, ses amis. On va y revenir, mais avant, je veux savoir pourquoi il soutient l'ancien président. Je ne suis pas particulièrement emballé par l'un ou l'autre des candidats, pour être tout à fait honnête. Je pense qu'ils sont assez médiocres, franchement. Cela dit, il faut bien choisir un, non? Alors ne vous méprenez pas, ce n'est pas non plus un choix par défaut. L'Ukraine, le conflit au Proche-Orient, le monde est devenu bien plus dangereux en 4 ans, selon Andy. Et pour lui, rien de tout cela ne serait arrivé avec Donald Trump. Le problème avec Trump, c'est qu'il est difficile de passer outre ses tweets et certains de ses propos que je n'aime pas vraiment. Mais si on met cela de côté et que l'on examine ses politiques et ce qu'il a accompli au cours de son mandat, on constate qu'il a été très efficace pour établir la paix entre les pays. Et pour le quadragénaire, l'économie se porterait bien mieux également. Concernant l'avortement, il reconnaît l'importance de ce droit, même s'il relativise les conséquences de son interdiction dans certains États. Et puis c'est un moindre mal face à la menace d'une 3e guerre mondiale si les démocrates l'emportent à nouveau. Un parti pour lequel il a pourtant fait campagne en 2008. J'avais vraiment plein d'espoir quand Obama a été élu que beaucoup de choses allaient s'améliorer. Et finalement, j'ai été déçu de la façon dont les choses se sont passées. Je ne vote pas pour un parti, mais pour une personne, m'explique-t-il. Andy n'est pas du genre à porter une casquette MAGA sur la tête et n'approuve pas les propos xénophobes, misogynes ou les mensonges de l'homme d'affaires. Un choix dont il a d'ailleurs arrêté de parler avec ses amis. Vous savez, j'ai perdu des amis dans le passé. Ils étaient tellement en colère. Ils n'écoutaient pas mon raisonnement. Ils ne l'entendaient pas. Je préfère donc ne pas en parler, ce qui est dommage. Je me permets de faire remarquer à Andy que Trump y est certainement pour quelque chose. Oui, vous avez sans doute raison. Je veux dire qu'il est assez incendiaire dans sa façon de parler. Et je n'aime pas ça. C'est agressif, c'est grossier. Une chose que j'ai toujours admirée lorsque j'ai étudié l'histoire de France, c'est qu'il semble que vous ayez cette culture du débat dans les cafés, les salons, sur la politique. Nous avons perdu cela aux États-Unis. Les gens ne font que se crier dessus. Ils ne s'écoutent pas. Oui, bon, je le rassure, ça a bien changé aussi en France. En partant, je découvre qu'Andy a été pianiste professionnel. Vous pouvez nous jouer quelque chose? Tiens, et si on retournait dans les salons parisiens du 19e siècle, où l'on pouvait aussi écouter un certain Frédéric Chopin. Voilà, le Trumpiste musicien qui sait adoucir les mœurs. On y est, elle va être formidable cette élection. Hélène Chevalier, merci beaucoup. Vous reviendrez la semaine prochaine.